en guise de présentation, j'aimerais bien parler aujourd'hui du cadre des instruments qui existent en droit international, notamment dans le domaine des négociations climatiques, pour protéger ou essayer de prévoir les vulnérabilités des personnes exposées aux effets du changement climatique. Et dans un deuxième temps, j'aimerais parler de la question des déplacements de population liés aux effets du changement climatique, qui est un sujet, et Cécile a complètement raison de le préciser, on a tendance à externaliser ce sujet en pensant que ce sont des migrations qui vont avoir lieu essentiellement du sud vers le nord. On a un peu cet imaginaire fantasmé de vagues de millions de réfugiés climatiques qui vont arriver vers l'Europe, alors que la réalité est bien différente. La plupart de ces migrations se font dans un rayonnement de 5 à 10 km. Elles se passent essentiellement sud-sud et nord-nord, mais elles posent un certain nombre de questions de droit international et de droit national aussi, parce qu'en France, on va être particulièrement exposé à ces questions-là. Et Cécile a raison de rappeler que oui, on est un pays vulnérable aux effets du changement climatique et que notre droit n'est aujourd'hui pas véritablement capable d'intégrer et de prévoir ces problématiques-là. Donc peut-être pour commencer sur le cadre international, donc les négociations climatiques qui ont commencé en 1992 avec le sommet de Rio ont vraiment construit la gouvernance et les caps de travail sur deux piliers, l'adaptation et l'atténuation. Donc l'atténuation afin de réduire le niveau des émissions de gaz à effet de serre, et l'adaptation aux effets du changement climatique, qui est un concept qui est certes pragmatique et nécessaire quand il s'agit d'apporter des moyens d'adaptation très concrets et de renforcer la résilience des communautés, mais c'est aussi un concept qui a été très décrié dans la communauté juridique parce qu'il est vu comme un concept pansement pour éviter de se poser les vraies questions qu'implique l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. C'est une façon de dire, bon, on garde notre modèle de production actuel, on garde notre économie extrêmement libérale et on finance des politiques d'adaptation pour faire en sorte que les personnes qui sont exposées aux effets du changement climatique restent sur leur territoire et pour anticiper et prévenir des déplacements forcés. Et donc il y a quelque chose d'assez hypocrite, c'est pas un hasard si les pays du Nord financent beaucoup l'adaptation. L'Union européenne est un des principaux bailleurs de fonds, entre guillemets, de ces projets-là en Asie du Sud et en Afrique de l'Ouest, parce que c'est aussi peut-être une forme d'anticipation pragmatique, mais un peu cynique, de se dire plus je mets de l'argent pour, entre guillemets, boucher les trous de potentiels risques à venir, plus je me prépare et j'ai le temps d'anticiper les mouvements de population qui vont arriver sur mon territoire. Donc ça, c'est un premier biais que l'on peut apporter à cette construction des négociations climatiques autour des deux piliers adaptation-atténuation. Et pendant très longtemps, les négociations climatiques se sont articulées autour de ces deux concepts. La question de l'indemnisation, de la responsabilité est arrivée un petit peu plus tardivement. Donc le principe des responsabilités communes mais différenciées qui construit véritablement les négociations climatiques et qui vise à dire les pays du Nord, parce qu'ils sont les principaux émetteurs depuis la révolution thermo-industrielle, doivent davantage payer que les pays du Sud qui sont de moins gros émetteurs. Ça n'a pas forcément, ça a été un débat qui fait partie des origines de la COP, mais qui n'a pas été directement lié à la question de la responsabilité juridique, ou en tout cas de l'indemnisation financière que les pays du Nord pourraient apporter aux pays du Sud. Alors je schématise pays du Nord, pays du Sud, mais comme Cécile le précisait, les pays du Sud sont en grande majorité des pays à faible émetteur. Pour certains pays, c'est même quasiment hallucinant. Quand on regarde les émissions produites par le Bangladesh, c'est 2% ou 1% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est absolument ridicule. Et c'est un des pays qui figure parmi les plus exposés et les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Donc c'est dans ce contexte d'injustice climatique qui a commencé à monter, qui a été beaucoup porté par les ONG dans les début des années 2000, avec la Convention de Cochabamba, qui a rassemblé un certain nombre de groupes autochtones et d'ONG représentantes des populations indigènes d'Amérique du Sud. Cette question de l'injustice climatique, elle a été portée pendant les négociations climatiques, particulièrement en 2009, pendant le sommet de Copenhague, avec des alliances régionales qui se sont renforcées, de ce qu'on appelle les Small Island States, donc les États insulaires du Pacifique, qui ont été rejoints par la suite par l'Érythrée, la Somalie, le Bangladesh, et qui ont dit on ne peut plus continuer à nous bassiner avec ce discours qu'on va nous donner de l'argent pour nous adapter aux effets du changement climatique. On demande une réparation pour les écarts d'émissions de gaz à effet de serre passés, mais aussi pour les écarts d'émissions de gaz à effet de serre produits présents. Alors évidemment, ces revendications ont été accueillies
avec une certaine froideur, une certaine distance de la part des pays du Nord, particulièrement les pays que l'on appelle les pays de l'Umbrella, donc les États-Unis, l'Australie, le Canada, donc des pays tous particulièrement écologistes, qui ont dit « Oula, non, vous êtes bien gentils, oui, on a conscience que vous êtes exposés à des risques importants, mais vous imaginez la mise en place d'un mécanisme financier d'indemnisation, c'est beaucoup trop compliqué à catégoriser, c'est beaucoup trop compliqué à quantifier. » Donc le débat a un petit peu patiné. Mais 2009 reste quand même une date phare parce que c'est la première fois que cette question de justice climatique elle a été véritablement posée dans le débat, notamment par Bill McKibben qui est le directeur général de l'association 350.org et l'ancien Premier ministre des Maldives qui ont fait un super speech un soir à Copenhague à 3h du matin où ils ont réuni des centaines de militants avec un gros sitting en disant on fait partie des pays qui vont être bientôt submergés. Si la communauté internationale ne se mobilise pas, nous allons mourir, tout simplement. Et donc cet écho a été porté par la suite dans les COP qui ont suivi 2009 jusqu'à 2013 où le mécanisme international de Varsovie a été institué. Et donc ce mécanisme est différent du Fonds vert pour le climat, il n'est pas rattaché au Fonds vert pour le climat. C'est pour le moment une espèce de squelette bureaucratique timide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de structure institutionnelle, il n'y a pas de statut, mais l'objectif de ce mécanisme, c'est d'arriver à cartographier les vulnérabilités des États exposés aux effets du changement climatique et ensuite mettre en place une espèce de système comptable qui arriverait à faire le lien entre les critères de vulnérabilité et les critères d'indemnisation. Donc arriver à matcher, entre guillemets, les critères de vulnérabilité avec le niveau d'indemnisation qui va être accordé. Donc c'est un pari extrêmement difficile. Plusieurs consultants travaillent en ce moment sur ce sujet-là, mais on est encore à un stade de balbutiement de travaux, notamment parce que c'est un sujet qui implique de l'argent public au niveau mondial, et que, vu l'état de nos négociations climatiques actuellement avec les dirigeants de pays particulièrement portés sur la question climatique comme les États-Unis, le Brésil, la Russie ou la Chine, on peut se poser quand même quelques questions sur les financements qui vont être apportés à ce mécanisme-là et sur la responsabilité juridique aussi que va avoir cette institution. Est-ce que déjà on va en faire une institution? Est-ce qu'on va en faire une espèce de simple agence de consultation? C'est aussi un sujet. Mais tout n'est pas à jeter dans cette discussion. Le fait que le mécanisme international de Varsovie ait été amené dans le cœur des négociations climatiques, ça a aussi permis de faire rentrer petit à petit le vocabulaire de la question de la justice climatique et le fait aussi, et ça c'est intéressant, on a commencé, certains universitaires en droit ont commencé à se faire rencontrer les sphères de droit humain avec les sphères de droit de protection de l'environnement. Et ça, c'est un sujet dont on ne parle peut-être pas assez, je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression, en discutant avec des juristes en droit de l'environnement, qu'ils ont une vision très environnementalo-centrée, où les problématiques humaines sont assez mises de côté, et quand on parle avec des personnes qui travaillent sur la protection des droits humains ou la protection du droit des migrants et des réfugiés, les questions environnementales et climatiques sont des questions qui ont été longtemps écartés du débat ou qui n'étaient pas appréhendés tout simplement parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas forcément de lien entre les deux. Et le fait de parler de vulnérabilité de personnes qui sont exposées aux effets du changement climatique et qui vont voir leurs droits fondamentaux menacés ou potentiellement violés dans le futur, ça a permis aussi de commencer à faire se rencontrer des communautés de juristes qui n'auraient pas forcément travaillé auparavant. Et donc, ces dernières années, on commence à avoir des organisations internationales, des agences onusiennes qui se positionnent sur la question, qui font beaucoup de plaidoyer pour faire reconnaître le lien entre les menaces que représentent les effets du changement climatique et la violation potentielle des droits fondamentaux. Donc, par exemple, vous avez le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, donc sous l'ancienne présidence du rapporteur Jock Knox, qui en 2016 a produit un certain nombre de résolutions. Donc les résolutions ont une portée contraignante très faible en droit international, mais toujours est-il que dans ces résolutions, le OHCHR dit
on considère désormais que les effets du changement climatique constituent suffisamment de risques pour que les droits fondamentaux se voient menacés et se voient violés. Et par conséquent, on demande aux États de se mobiliser pour tout faire pour réduire les effets du changement climatique afin de protéger et de garantir le respect de ces droits fondamentaux. Et ça, c'est une vraie bataille qui est gagnée en droit. On s'en rend peut-être pas compte comme ça, mais c'est aussi une façon de mobiliser les États et de rappeler aux États à la fois leurs responsabilités et leurs engagements dans le respect des traités et des instruments relatifs au respect des droits fondamentaux, des droits humains qu'ils ont pris. La France a signé un certain nombre de traités, de protocoles, de conventions qui visent à respecter ces droits humains fondamentaux et les effets du changement climatique. Et dans le recours de l'affaire du siècle, c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de montrer aussi en utilisant notamment l'article 2, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui précise donc que chaque citoyen européen a le droit à la vie, le droit à avoir une vie de famille. On a utilisé ces articles-là qui sont très humano-centrés, qui procèdent vraiment du champ lexical des droits humains, en le connectant aux effets du changement climatique et aux vulnérabilités que cela pouvait créer. Et donc, moi, j'ai quand même l'espoir de penser que les contentieux qui vont suivre l'affaire du siècle, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres qui seront portés aussi, arriveront à amener ce débat de plus en plus, à faire le lien entre droits humains, droit de l'environnement, afin de mobiliser aussi le juge sur cette question-là. Et pour le moment, les juges sont assez frileux, j'ai le sentiment, enfin en tout cas c'est mon sentiment, sur cette question, parce qu'imaginez reconnaître un lien de causalité entre les émissions de gaz à effet de serre, la responsabilité de l'État et la violation des droits fondamentaux. Si un juge commence à faire ce genre de constat, à établir ce lien de causalité-là, la porte ouverte à un nombre de contentieux et à des réparations financières est énorme. Donc c'est la raison aussi pour laquelle le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel sont très frileux lorsque on essaie de faire du plaidoyer qui se vise à faire reconnaître cette responsabilité de l'État. Donc dans le champ je reviens au champ de... Oula, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. On peut dire 8 minutes. 8 minutes, ok. Donc, dans le champ du droit des négociations internationales, enfin climatiques, c'est intéressant de voir que cette question de la justice climatique, elle a été portée par certains États, donc, et les États les plus vulnérables, mais aussi renforcée par le plaidoyer, la mobilisation de beaucoup d'ONG. Et donc c'est maintenant un concept que l'on commence à voir dans un certain nombre d'autres domaines, donc en droit de l'environnement, en droit des droits de l'homme, mais aussi en économie. Vous avez un économiste qui a écrit beaucoup de choses là-dessus, qui s'appelle Éloi Laurent, et qui commence à parler de la justice climatique aussi, comme pierre angulaire de la construction des politiques publiques, notamment des politiques publiques qui visent à réduire la pauvreté, mais qui visent aussi à mettre en place des mesures en faveur de la transition écologique. Et donc cette question de responsabilité, de justice sociale, de justice climatique, c'est plus uniquement quelque chose qui reste de l'ordre de la revendication et du plaidoyer dans les sphères associatives militantes. C'est vraiment un concept qui commence aussi à pénétrer le champ de la politique publique. Et ça me paraît être assez encourageant. Donc dans un deuxième temps, je voulais aborder un peu la question des déplacements forcés de population, puisque c'est une question qui est très liée à la notion de la vulnérabilité. Donc aujourd'hui, on a encore beaucoup de difficultés à quantifier le nombre de personnes qui vont être déplacées, forcées en raison des effets du changement climatique, mais on sait que ces mobilités ont déjà lieu. Elles se font généralement dans un rayonnement géographique assez court, donc 5 km, 10 km. Au Bangladesh, par exemple, c'est très simple. La migration environnementale, dans le nord du Bangladesh, au niveau des Tchars, la migration, elle se fait d'un îlot à un autre. C'est-à-dire qu'après une catastrophe naturelle, l'île est ou bien complètement submergée, ou bien tellement infiltrée par l'eau de mer qu'il n'est plus possible du tout de faire de l'agriculture ou de la riziculture. Et donc, les gens démontent leur maison, prennent le peu de biens qui leur reste, et puis déménagent sur l'île d'à côté. Donc quand on est dans un scénario comme celui-ci, les questions qui se posent ne sont pas forcément des questions de droit, c'est plus des questions d'adaptation du territoire, des questions d'adaptation financière aussi. Quel rôle joue l'État là-dedans pour assurer le déplacement de ces populations-là? Quelles ressources financières sont mises à disposition pour des gens qui doivent potentiellement racheter une terre, racheter des bêtes, refaire de l'agriculture? Quel accompagnement assure l'État aussi pour aider des personnes qui quitteraient des zones rurales pour aller dans des zones urbaines? On sait notamment, pour revenir sur l'exemple du Bangladesh, que les mouvements de population interne qui se font de la campagne à la ville apportent
ont tendance aussi à diminuer le niveau de prospérité économique des personnes déplacées, c'est-à-dire que généralement elles s'appauvrissent au cours de la migration, elles arrivent dans des slums en banlieue de Dhaka ou de Chittagong où elles doivent payer un loyer absolument démentiel, elles se retrouvent, donc elles sont dépossédées aussi du bien qu'elles pouvaient avoir quand elles vivaient en zone rurale, que ce soit leur parcelle de terre ou leur maison ou les deux. Et puis elles doivent s'adapter aussi au code de la ville, pardon, donc en trouvant un travail qui est souvent assez dégradant ou bien moins payé. Donc ces questions-là sont des questions qui relèvent évidemment de la question des droits fondamentaux, mais aussi surtout de la question de la politique publique. Pour ce qui concerne l'enjeu juridique derrière les déplacements de forcés de population, ça va être pour les déplacements transfrontaliers essentiellement. Donc comment est-ce que le droit international aujourd'hui accompagne des populations qui vont quitter leur pays pour aller dans un autre sur un fondement climatique ou environnemental. Le droit international des réfugiés aujourd'hui ne prévoit aucune disposition en ce sens. La Convention de Genève, quand elle a été imaginée en 1951, n'avait jamais intégré les questions liées aux effets du changement climatique. Donc le critère de persécution environnementale ou climatique ne figure pas à l'article 1 de la Convention de Genève, ce qui explique la raison pour laquelle une personne ne peut pas demander l'asile sur ce fondement-là. Donc ça, c'est un premier problème en droit. Et le deuxième problème, c'est la question de l'apatridie. Et ça, moi, c'est un sujet que je trouve quand même particulièrement révoltant et très inquiétant pour des territoires dont on sait que la submersion peut arriver dans une vingtaine d'années. Le droit international et la communauté internationale n'a toujours pas répondu à ces enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui vient des îles Kiribati ou des Maldives et qui risque de voir son territoire disparaître sous les eaux, en droit international, elle pourra dire oui, il y a des conventions, il y a des traités pour lutter contre l'apatridie, mais il n'y aura aucun moyen pour ces personnes-là de demander une réparation matérielle ou en tout cas de demander un visa humanitaire sur ce fondement-là. Et donc ça pose aussi des vraies questions de droit. Pourquoi signer des conventions et des traités en droit international de lutte contre l'apatridie si quand on a des territoires qui sont exposés à cette vulnérabilité-là, on n'est pas capable de prévoir des visas ou des mesures de réparation, d'indemnisation financière ou assurantielle pour ces populations. Ça pose évidemment une question de droit, mais ça pose aussi une question de la confiance que l'on peut avoir aujourd'hui dans l'application et le respect des États, des traités auxquels ils se sont engagés. Et ça, c'est quand même un sujet qui, je pense, révèle aussi la faiblesse ou l'échec en partie du multilatéralisme onusien. C'est-à-dire qu'on a signé dans les années 70-80 des quantités de traités et d'instruments et de protocoles avec des principes. Enfin, j'aime beaucoup cette affiche sur la question de la licorne, c'est exactement ça. Oui, on s'est engagé à promouvoir ces principes de droits humains, mais aujourd'hui, on est face à des cas très concrets de territoires qui vont devenir inhabitables, ou bien parce qu'il fera trop chaud, parce que plus rien ne poussera, ou bien parce que les territoires auront disparu, et la communauté internationale ne s'est encore jamais positionnée sur cette question-là. Donc le champ des migrations environnementales, il est évoqué, cette question elle est évoquée dans les négociations climatiques, essentiellement par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, et par l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, mais seuls quelques pays ont fait des efforts pour anticiper un petit peu ces risques. Donc parmi ces pays, on peut citer le Brésil, qui a mis en place, après le terrible tremblement de terre en Haïti, a mis en place des visas humanitaires temporaires pour accueillir des ressortissants haïtiens sur son territoire. La Nouvelle-Zélande a travaillé l'année dernière, sous l'influence d'une députée du Parti écologiste, à la création d'un visa humanitaire pour des pays venant des territoires insulaires du Pacifique. Mais ce sont des visas humanitaires temporaires. Donc ils posent aussi évidemment la question du droit au retour. Quand votre territoire a disparu, vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Enfin, ça paraît assez pragmatique comme constat. Donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous gardez votre souveraineté dans un pays d'accueil qui n'est pas le vôtre? Ça pose aussi là des vraies questions philosophiques. Je suis ressortissante des Maldives, mon territoire est submergé, je suis accueillie par la Nouvelle-Zélande, est-ce que je suis toujours est-ce que je garde ma nationalité? Est-ce que je continue à élire des gouvernants qui sont des Maldives, ou alors est-ce que ceux-ci vont intégrer le système politique néo-zélandais ou australien? Quid de ma langue, quid de ma culture, quid de mon histoire? Enfin, tout ça sont des questions anthropologiques, juridiques et philosophiques que l'on va être obligé de se poser dans les 20 prochaines années. Et là où je voulais conclure, c'est qu'on peut se réjouir quand même, malgré ce tableau qui paraît assez
assez négatif. On peut quand même se réjouir de cette jonction qui commence à être faite entre droits humains et droits environnementaux. Et moi, je pense qu'au-delà de tous les outils de mobilisation qu'on mobilise, l'outil plaidoyer, je crois beaucoup aussi en la démarche contentieuse comme une façon de responsabiliser les acteurs étatiques et évidemment les multinationales. J'en ai pas forcément parlé ici, mais c'est évident qu'une régulation plus stricte à l'égard des multinationales aiderait grandement à respecter les objectifs du 1,5 degré. Et donc c'est peut-être dans ces voies-là, un peu plus musclées, un peu plus difficiles, qu'il va falloir aller pour arriver enfin à avoir des États et des entreprises privées qui respectent aussi les droits fondamentaux et les droits humains. Merci beaucoup.